Merci de votre attention. L'actualité ce vendredi, les services financiers. Quelle offre pour mieux répondre aux besoins de la population? Préoccupation centrale d'une étude rendue publique ce vendredi à Lomé. Sécurité de nouveaux agents pour mieux lutter contre la criminalité au quotidien. 103 agents intègrent les rangs de la police anticriminelle après leur formation. Toukara Yéré, nouveau recueil de poèmes dédicacés hier. L'auteur Calvin Sékou trempe sa plume pour le développement à l'avenir. Quelques extraits rassurent enfants de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. D'abord, l'entretien ce vendredi entre le président de la République, Faure Gnassingbé, et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, c'est son nom. Il est allé discuter avec le chef de l'État du renforcement de la coopération bilatérale entre le Togo et le Maroc. Le prochain sommet de la CEDEAO était également l'un des sujets évoqués. Les précisions micro de Arnaud Kilifou. La visite s'inscrit dans la tradition de coordination et de concertation entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et son Excellence le Président. L'entretien portait sur les relations bilatérales et des perspectives de développement de ces relations. Et l'entretien également portait sur les questions régionales et notamment le prochain sommet de la CEDEAO qui se tiendra à Monrovia le 4 juin prochain. Et voilà donc les précisions micro dans le qui lui voit l'issue de cette audience accordée par le chef de l'État. Stabilité, bonne gouvernance, entrepreneuriat en Afrique, ce sont là les thèmes de discussion à la 25e Assemblée Région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'était du 22 au 24 mai dernier à Rabat au Maroc. Le Togo y était représenté par une délégation parlementaire conduite par le président Dama Dramani. Le compte rendu de Dela. C'est ici, au siège du Parlement marocain à Rabat, que se sont réunis des parlementaires de 17 pays africains pour le compte de la 25e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Face aux conflits et difficultés de toutes sortes qui assaillent le monde de nos jours, les parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, région Afrique, ont choisi de réfléchir sur les voies et moyens de parvenir à un développement durable et harmonieux en Afrique, d'où les termes stabilité et bonne gouvernance, l'entrepreneuriat en Afrique, défis et enjeux. Dans son mot de bienvenue, le président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki, a affirmé que son pays était fier et heureux d'abriter cette session qui offre aux parlementaires de l'APF Région Afrique l'occasion de débats de questions qu'il estime déterminantes pour l'avenir du continent. De son côté, le président de l'APF, le Congolais Aubin Minakou, a ajouté que la démocratie est la voie la plus sûre vers la paix, la quiétude et la stabilité. Enfin, il a appelé les pays africains à faire preuve de créativité et d'inventivité et de détermination dans la lutte contre le chômage massif des jeunes, qui est, selon lui, une vraie menace pour la stabilité. Cette session de l'Assemblée régionale Afrique a également permis aux participants d'entamer la préparation de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra en juillet prochain au Luxembourg. Une session qui sera marquée par le renouvellement du bureau de l'APF. Aussi, pour harmoniser leurs points de vue afin de parler d'une seule voix, les présidents des parlements présents à Rabat ont-ils tenu une réunion à huis clos afin de pouvoir peser sur le renouvellement de ce bureau le moment venu. La 26e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra à Praia, au Cap-Vert. Notez qu'en marge des travaux de cette session de l'APF Région Afrique, eh bien, le président de l'Assemblée nationale, Damad Dramani, a eu un entretien avec son collègue marocain et rendu aussi une visite
à l'ambassade du Togo à Rabat. Nous retrouvons Delabo pour le compte rendu. En marge des travaux de cette session de l'Assemblée régionale de l'Afrique et de l'APF, le président de l'Assemblée nationale Daman Dramani et son homologue marocain Habib El Malki se sont entretenus sur les moyens de renforcer la coopération entre leurs parlements respectifs. Au cours de cet entretien, Daman Dramani a félicité le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Habib El Malki, pour l'organisation réussie de la rencontre de Rabat et s'est réjoui du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Le président du Parlement togolais a aussi salué l'excellence des relations entre le Maroc et le Togo, ce qui, a-t-il dit, explique des investissements marocains au Togo et la formation de jeunes Togolais dans les universités et instituts marocains. Enfin, Daman Dramani a saisi l'occasion de cet entretien avec son collègue marocain pour appeler à l'intensification des échanges d'expériences, notamment dans le domaine administratif entre les parlements togolais et marocains. Une proposition que Habib El Malki a accueillie favorablement en demandant à Daman Dramani de lui faire parvenir dès la semaine prochaine les besoins en formation du Parlement togolais et en donnant à ses collaborateurs des instructions pour accueillir en octobre prochain à Rabat une délégation de députés togolais du groupe d'amitié Togo-Maroc. Toujours au cours de son séjour dans le royaume chérifien, Daman Dramani a visité l'ambassade du Togo à Rabat, dont il a félicité le personnel pour le travail de qualité qu'il fait au service du rayonnement de la diplomatie togolaise dans le monde. Au terme de sa visite, le président de l'Assemblée nationale a signé le livre d'or de l'ambassade. La représentation diplomatique togolaise du Maroc, dirigée par un chargé d'affaires, Kokou Adanou, a ouvert ses portes le 14 septembre 2015. Autre sujet évoqué ce soir, l'inclusion financière au Togo. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Quelle offre pour les populations à la base et qui répond plus efficacement à leurs besoins? Une étude a été inspirée par la question. Les résultats ont été présentés ce vendredi. Les précisions avec Kwasi Glé et Demsoussouko. Le Togo s'est engagé à développer la feuille de route devant lui permettre d'élaborer la stratégie nationale de la finance inclusive. Après donc l'étude sur la demande des services financiers qui a permis de connaître les besoins et aspirations des populations exclues du système classique de financement, les conclusions de l'étude sur l'offre et la réglementation sont disponibles. L'on note que 60% de la population a accès aux services financiers, mais les zones rurales restent très peu desservies. Nous avons 40% d'exclusion, mais il faut dire que parmi les 60% d'inclusion que nous avons 15% qui sont dans l'informel. Alors quels sont ceux qu'il faut rattraper? Il faut non seulement rattraper les 40% d'exclus, mais il faut aussi rattraper les 15% qui sont dans l'informel pour les amener dans le formel. Donc voilà un peu au niveau de la demande ce qu'il y a fait. Au niveau de l'offre, nous avons un certain nombre de partenaires, nous avons les SFD, nous avons 87 SFD, mais il faut dire que sur les 87, il y a 10 qui couvrent plus de 95% du territoire. Il y a 10 grosses qui couvrent plus de 95%. Nous avons 13 banques, nous avons 12 compagnies d'assurance, nous avons 2 compagnies de téléphonie mobile qui nous offrent la monnaie électronique. Au niveau de la réglementation, qu'est-ce qu'il faut relever? Il faut relever que la réglementation en elle-même n'est pas mauvaise. Mais il y a des points d'amélioration qui peuvent être faits. Au Togo, les gens veulent vraiment emprunter, mais ce sont les produits qui sont offerts qui ne répondent pas vraiment aux besoins. Aujourd'hui, nous savons quels sont leurs besoins concrets. Nous savons ce dont ils ont besoin, nous savons les produits qu'ils espèrent, nous savons les secteurs qui sont les plus demandeurs. Par exemple, le secteur agricole a un taux de financement assez bas, surtout au niveau des banques. Les banques ne financent pas l'agriculture. Nous avons un pourcentage de quelque 1% de banques qui financent l'agriculture, contre peut-être 12% des SFD qui financent l'agriculture. Et il faut dire que ces 12%-là, ce sont plus les produits FNFI, le produit Agricef qui a permis d'avoir ce taux-là. Sur le terrain, les services financiers décentralisés essaient tant bien que mal, à travers l'appui du gouvernement, d'assurer l'inclusion financière. Mais des obstacles demeurent. Aujourd'hui, les difficultés
noter que pour les systèmes financiers décentralisés, dans leur offre de produits et services, c'est dû à plusieurs facteurs. Alors, des facteurs internes, il s'agit des ressources disponibles pour les institutions de microfinance à pouvoir aller vers les zones rurales. Et ensuite, il s'agit aussi de voir quel est le mécanisme de financement des produits des zones rurales qu'il faudrait quand même mettre en vue qu'on puisse quand même aller vers des zones les plus ciblées. En optant pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'inclusion financière, le gouvernement concrétise son programme social. Et à travers les différents produits du FNFI, l'espoir de rendre accessible à tous les services financiers se concrétise progressivement. Depuis janvier 2014, l'État a lancé le Fonds national de la finance inclusive. Aujourd'hui, après un peu plus de 3 ans d'opérationnalisation, ce fonds a pu toucher 718 000 personnes pour un crédit total accordé d'un peu plus de 32 milliards. Les gouvernements se font normalement, il y a eu un peu plus de 450 000 renouvellements pour un crédit total de 20 milliards. Donc aujourd'hui, les opérations du FNFI ont coûté à peu près 52 milliards de francs CFA. Cette politique d'inclusion financière touche beaucoup de personnes, mais tout le monde n'est pas touché. Nous avons encore dans des zones très reculées de notre pays où les gens attendent à être financés pour des activités génératrices de revenus. L'inclusion financière, c'est un processus. Une fois que le Togo a mis le cap là-dessus, sous l'impulsion du chef de l'État, il faut absolument que nous avancions. Et les résultats de ces études, notamment de la demande, de l'offre, vont nous permettre réellement de relever les défis qui s'imposent à notre pays. Le processus MAP, Making Access Possible, entendez rendre accessible à tous les services financiers, tire à sa fin et bientôt le secteur disposera des atouts nécessaires pour une efficacité d'action. Un accent a été mis sur l'éducation financière pour véritablement atteindre les objectifs du gouvernement. Et voilà, des services financiers adéquats pour mieux lutter contre la pauvreté et le chômage. Même combat ici aussi à ce forum. Vous allez le voir, forum sur le développement et l'entrepreneuriat en Afrique. Session ouverte à Lomé ce vendredi pour faire connaître les différents marchés porteurs aux jeunes à la masse estudiantine. Les précisions de Essoram. Écoutez-vous. En 2050, la population africaine va doubler. Celle du Togo atteindra les 15 millions d'âmes. Le problème de chômage va se poser avec acuité. Face à cette projection, l'association Voisins Solidaires Togo et son partenaire Association étudiante pour le développement de l'Afrique ont organisé ce forum international pour orienter les jeunes du continent vers l'entrepreneuriat. Car l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une activité, c'est devenu un enjeu dans le continent africain. Il faut le comprendre. Et c'est ça l'objectif du forum, c'est de sensibiliser un maximum de personnes sur cet aspect-là. Nous voulons faire passer le message qu'il ne faut plus attendre, il faut agir. N'attendez plus que l'on vous donne un emploi, créez-le vous-même. Qu'il y a un concours de start-up qui est organisé. Bien sûr, nous n'avons pas la capacité d'accueillir l'ensemble des entrepreneurs togolais, mais nous en choisissons quelques-uns que nous choisissons d'accompagner d'un point de vue technique et financier et aussi sur le point de vue de leur communication. Ce forum vient en complément aux efforts du gouvernement dans la promotion de l'auto-emploi. Le succès des mécanismes mis en place pour faciliter l'accès des jeunes au crédit, aux équipements et aux formations a été démontré à cette occasion. Des prix ont été décernés au ministère
ministre du Développement à la base, et Akokougan Apalo, président directeur général de l'Institut international de formation des entrepreneurs et gestionnaires pour leur dynamisme dans la promotion de l'entrepreneuriat. Fier, heureux et encouragé à poursuivre. J'ai été conduit dans des pays, dans des rencontres qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont permis de savoir, de connaître, de voir que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, les gens vivent à l'aise. Qu'est-ce qui les a amenés si ce n'est que l'esprit d'entreprise, l'esprit de découverte. Ce que les autres ont fait, nous pouvons le faire ici aussi. Et c'est pourquoi je remercie et je félicite les organisateurs de ce forum. Ce forum a servi d'espace de présentation des marchés porteurs au Togo, mais surtout d'échanges avec leurs aînés venus du Togo et d'ailleurs et présentés comme des modèles de réussite en entrepreneuriat. Les objectifs du développement durable numéro 14, ça parle des océans et des mers. Chaque État s'est engagé à mieux les protéger. Qu'en est-il du Togo dans la réalisation de cet engagement? Eh bien, on en saura un peu plus avec les consultations nationales démarrées ce vendredi. Résultat à présenter en juin prochain à New York. Sonia Medipo, Clarisse Atticle. L'érosion côtière et la pollution marine sont des fléaux qui mettent en mal l'activité des pêcheurs artisanaux. Il est plus que jamais nécessaire de mettre en œuvre le plan d'action de l'objectif de développement durable numéro 14 qui s'intitule « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». Ici, les principaux acteurs concernés sont sensibilisés sur la question par le Haut Conseil pour la mer. Cette consultation au niveau national vise non seulement la sensibilisation, mais aussi la contribution de chaque État et de chaque acteur en termes d'idées pour sauvegarder, protéger nos océans. Il s'agit des consultations nationales qui permettront au Togo de recueillir des informations auprès des acteurs nationaux allant dans le sens de la mise en œuvre des actions de développement dans le domaine marin et côtier. Ceci afin de participer à la conférence mondiale sur les océans à New York en juin prochain sur le thème « Notre océan, notre avenir ». Les consultations que nous ouvrons aujourd'hui en prélude à la conférence mondiale sur les océans prévue du 5 au 9 juin 2017 constituent une opportunité pour les experts nationaux et les différents acteurs du secteur maritime d'examiner nos actions en matière de gouvernance du milieu marin par rapport aux cibles de l'ODD 14 afin de faire des propositions réalistes pouvant nous permettre de prendre des engagements dans l'intérêt collectif et pour l'atteinte de l'ODD 14. Les océans couvrent 71% de la planète et plus de 90% des échanges internationaux s'effectuent par voie maritime. La gestion durable des écosystèmes marins interpelle donc tous les États et l'ODD numéro 14 sert de directive. Au Togo, l'initiative bénéficie de l'appui du PNUD. De nouveaux agents intègrent la brigade anticriminelle togolaise. Nous l'annoncions également en titre tout à l'heure. 103 au total. Ils ont suivi un stage de formation sur les différentes techniques pour faire face efficacement à la criminalité sur toutes ses formes. Ces agents en fin de formation ont donc reçu ce matin leur attestation des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Rachel Awoukou. Le Togo renforce ses capacités pour faire face à la criminalité. Ces agents constituent une nouvelle ressource pour la brigade anticriminelle. Pendant 9 semaines,
Ils ont été formés sur les techniques adaptées dans le maintien de l'ordre. La formation a été assurée par des spécialistes togolais selon les réalités du terrain. Ils revêtent donc l'uniforme avec l'assurance d'œuvrer pour la sécurité des populations. Ils sont une unité spécialisée. Et nous les appelons unité d'élite. Donc, lorsqu'il y a le grand banditisme, c'est la BAC qui fait face au grand banditisme. Sur 105, il y a 103 qui ont été habilités. C'est une formation à 3 niveaux. Ça, c'est le niveau 1 qu'ils ont reçu. Nous comptons les ramener. Après un temps sur le terrain, on va les ramener pour l'habilitation niveau 2 et il y aura un niveau 3. Et là, on est sûr qu'ils sont des professionnels de la brigade anticriminalité et en même temps des moniteurs pour des jeunes qui seront formés après eux. Et pour lutter efficacement contre les crimes sous toutes leurs formes, il faudra beaucoup de sérieux, de courage et de professionnalisme. C'est justement à quoi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile les a conviés. Il attend de ces agents une disponibilité sans faille, une conduite professionnelle. Parce que tout ce que nous avons vu, ça fait partie de la formation professionnelle. Comment maîtriser un délinquant, comment désarmer un délinquant, comment conduire un délinquant, ça c'est du professionnel. Il y a tant de ces agents, une fois déployés dans leur unité, de n'appliquer que ça. N'appliquer que ça dans l'esprit des institutions, dans l'esprit républicain, pour assurer nos compatriotes. Les nouveaux agents de la brigade anticriminelle seront déployés immédiatement sur l'ensemble du pays pour contribuer au maintien de l'ordre et de la sécurité. Et pendant que la police anticriminelle renforce ses rangs, et bien la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, pense à la réduction de l'usage excessif de la détention provisoire. Elle vient d'ouvrir une session sur le sujet. La finalité, éviter aux éventuels d'interpeller tout abus de temps de détention provisoire et autres actes de torture. Yasmine Kodia, Firmé Adjinari. Il est souvent constaté que les détenus passent plus de temps dans les lieux de détention avant leur jugement. Cette situation devient préoccupante pour la Commission nationale des droits de l'homme qui entend apporter sa contribution à la promotion et à la protection des droits de l'homme et surtout en milieu carcéral. Magistrats, officiers de police judiciaire et acteurs de la société civile vont donc être outillés sur les stratégies et actions à même de réduire l'usage excessif de la détention provisoire. Il s'agit de voir quelle stratégie on va mettre en place pour qu'un détenu ne passe pas plus de temps dans le lieu de détention avant son jugement. C'est ça que nous voulons. Parce que quand nous regardons ce qui se passe dans les lieux de détention, il y a des interpellés qui n'ont même pas encore reçu la première rencontre avec un avocat et qui restent en prison pendant 2 mois, 3 mois, parfois 1 an. Nous trouvons que c'est excessif et c'est ce que nous voulons réduire. La réduction de la surpopulation dans les lieux de détention et la nécessité d'encourager les acteurs de la chaîne pénale à privilégier l'application des mesures alternatives à des peines d'emprisonnement sont des options appelées à promouvoir les droits de l'homme. La dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme sont et demeureront des valeurs et éléments essentiels de toute société civilisée. Cela étant, la justice doit se sentir sérieusement interpellée devant la longueur
de la durée de détention de nos concitoyens privés de liberté et qui attendent d'être fixés sur leur sort. C'est pourquoi j'insiste et vous invite à plus de diligence dans les interrogatoires, réquisitions ou réquisitoires, rapports en cas d'appel, transmission de dossiers entre juges, siège, parquet, juridiction d'instance, l'aller comme au retour, et vous exhorte tout en ayant à l'esprit de ne pas cultiver l'impunité, à privilégier la liberté, étant entendu que celle-ci est la règle et la détention une mesure exceptionnelle. Cette rencontre en différé s'inscrit dans le contexte de la commémoration de la journée africaine de la détention provisoire prévue chaque 25 avril. Il est 20h22 à l'étranger. Le sommet du G7 a débuté aujourd'hui en Sicile. Un G7 marqué par un grand renouvellement. 4 des 7 chefs d'État et de gouvernement y font le premier pas. Voyons les temps forts de cette journée dans ce reportage France 2. Le ciel de Sicile aux couleurs de l'Italie et les ruines somptueuses de la station balnéaire de Taormine. Voilà pour le décor. Mais si ce G7 est exceptionnel, c'est d'abord parce que 4 des pays membres ont un nouveau visage. Premier sommet pour Paolo Gentiloni, le Premier ministre italien. La chef du gouvernement britannique, Theresa May. Donald Trump. Et bien sûr, Emmanuel Macron. Au programme, des négociations serrées sur les grands dossiers internationaux. Et pour le président français, des apartés, ici avec Angela Merkel. Ou Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Emmanuel Macron évoque sa famille. Moi j'ai des petits-enfants. En conférence de presse, les deux hommes insistent sur leur jeunesse. 45 ans pour Justin Trudeau, 39 pour Emmanuel Macron. On sait qu'il y a beaucoup de travail à faire et je suis ravi d'avoir quelqu'un de plus jeune et encore plus dynamique qui s'est joint à la table du G7. Je pense qu'on appartient aussi à une génération de dirigeants qui va renouveler beaucoup les pratiques, le regard sur les affaires du monde. Contrairement aux habitudes du G7, pas de communiqué final rédigé à l'avance. Selon la presse américaine, le programme a même été modifié pour l'imprévisible Donald Trump. À la demande de la Maison-Blanche, pas de réunion trop longue. Priorité aux discussions informelles. Ce soir, un premier accord vient d'être signé pour renforcer la lutte contre la propagande terroriste sur Internet après l'attentat de Manchester. Il est important que nous, dirigeants, prouvions notre détermination à garantir que nous utilisons chaque outil à notre disposition pour vaincre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, l'un des rares sujets de consensus dans ce sommet du G7. Et en marge de ce sommet du G7, eh bien, on a appris ce soir le décès de Jean-Karine Fall, grande voix de RFI, spécialiste des grands dossiers africains. Aujourd'hui à France 24, elle s'est tue, cette voix bien connue en Afrique, sur le continent. Le reste de l'actualité, la société allemande Africa Green Tech a offert ce vendredi des filtres permettant de rendre l'eau potable aux écoles à cantine du Togo. La cérémonie officielle s'est tenue à l'école primaire Bouvégan dans la préfecture de Hao. Ce don est le fruit d'un partenariat entre cette société et le ministère du Développement à la base. Antoinette Omovovo.
Soucieux du mieux-être des populations et de l'avenir des élèves, le ministère du Développement à la base a initié le projet Cantine scolaire depuis 2008 pour améliorer l'état nutritionnel des élèves du préscolaire et du primaire des zones pauvres et vulnérables. Ici, à Kpo-Végan, dans la préfecture de Ao, les élèves de la localité bénéficient gratuitement de l'alimentation. En plus de cela, des filtres à eau leur ont été offerts par la société allemande Africa Green Tech. Ceci en vue de rendre potable l'eau et de lutter contre les maladies diarrhéiques et les vers intestinaux. Gerade für Kinder ist es sehr wichtig. Un enfant qui tombe malade parce qu'il a consommé une eau souillée, ça l'empêche de continuer son école. Il accuse un retard sur les autres. Et le mieux, c'est d'éviter au maximum aux enfants ces bactéries et microbes qu'on attrape en consommant des eaux souillées. Depuis 2014 que le PP Kpo-Végan a été intégré à ce programme, le taux de fréquentation à l'école s'est considérablement accru. De 278 élèves en 2014, l'effectif est de 308 élèves cette année scolaire. D'où la construction de nouvelles salles de classe par le gouvernement. Les couleurs de l'eau dont nous disposons ici montrent déjà les difficultés que nous avons. Donc nous allons dire que les filtres à eau sont venus à point nommé pour pouvoir régler beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les parents sont tranquilles. Ils vont à leurs occupations et étant sûrs que les enfants trouvent à manger à l'école. La préoccupation du gouvernement est de voir comment accompagner cette opération pour limiter les risques de santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'appui des Allemands, il y a des filtres qui sont offerts pour les écoles à cantine scolaire. La distribution des filtres se fera dans les autres écoles à cantine scolaire sur toute l'étendue du territoire. Plus de 300 écoles de 22 préfectures réparties dans les 5 régions du pays bénéficient à ce jour des cantines scolaires. Voilà, de leur côté, les directions régionales et les inspections préfectorales des sports ont reçu, elles, du matériel sportif et des appuis financiers. C'est pour le compte de l'édition 2017 du championnat scolaire et universitaire, remise officielle par le ministre Guy Madjer-Lorenzo. Le compte rendu de Silver Aboudou. Avec la réception de ces équipements sportifs suivis d'appui financiers, le gouvernement ouvre la voie au démarrage effectif des championnats scolaires et universitaires édition 2017. Les structures en charge, notamment les directions régionales et les inspections préfectorales, disposent désormais de quoi entamer cette compétition qui entend faire du sport de masse un vecteur de développement. Nous allons continuer, mais améliorer la manière d'organiser. Le championnat a été assuré, les élèves ont été assurés pour le cas où il y aura un accident sur le terrain pour que l'assurance prenne en charge les élèves. Le championnat scolaire et universitaire est initié dans l'optique de dénicher des talents pour constituer une pépinière pour les compétitions de haut niveau. En ce qui nous concerne au niveau du sport, ce sont les jeunes que vous devez encadrer afin qu'on puisse voir éclore des talents, et ce, quelle que soit la discipline. J'espère que l'année prochaine, et c'est la mission qui vous est confiée, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau universitaire, d'élargir le champ des disciplines, parce que ce n'est pas simplement dans les sports collectifs de balle ou de ballon que nous devons chercher des talents.
y a plein d'autres disciplines sportives qui pourront faire éclore des talents et nous permettre de pouvoir alimenter les fédérations et des équipes nationales. Mon vœu le plus cher, c'est d'avoir une équipe nationale dans chaque discipline universitaire, dans chaque discipline olympique, pour que lorsque nous sommes invités à participer à une compétition régionale ou internationale, nous puissions y aller la tête haute et pour ne pas faire que de la figuration. 188 ballons seront donc répartis dans 35 inspections et 2 universités regroupant un total de 366 équipes. Cette info, le abrite depuis ce vendredi 26 mai et ce jusqu'au 27, la première foire de l'innovation, une initiative des associations Lomé, Mecafer et Énergie Generation qui se tient à l'Institut français de Lomé. L'événement pro l'innovation et la créativité dans le pays. La foire Lomé, Mecafer est également un cadre de discussion et d'échange. Le reportage d'Habitat Kakolu Kassi avec Silvera Boudou. Mecafer, la première foire populaire de l'innovation et de l'invention au Togo. C'est un événement qui regroupe des stands de démonstrations scientifiques et des ateliers de découverte. Adeptes et amateurs de la technologie, ingénieurs et inventeurs, tous sont ici présents pour faire découvrir au public togolais leurs inventions et savoir-faire. Le groupe Ouramec, par exemple, expose une imprimante 3D made in Togo fabriquée à base des objets recyclés. Nous allons dans les cases pour pouvoir récupérer les déchets et pour pouvoir fabriquer de nouvelles machines. Donc, sur le plan écologique, ça permet de lutter contre la dégradation de l'environnement. Un architecte, déjà, quand il prend un objet, il le commande en Chine pour faire l'impression. Si l'objet n'est pas correct, il a besoin de ramener en Chine pour qu'on puisse corriger ça. Donc la technologie sur la main le permet déjà d'imprimer ça devant lui sur la table et de permettre de corriger et de réimprimer. On a travaillé des enfants qui ont réussi à imprimer des objets. Il y a aussi des pièces qu'on peut imprimer. Non loin de là, le stand Minodou. Ici, les jeunes de ce regroupement proposent un ordinateur monté totalement au Togo avec des pièces récupérées des machines dites mortes. On récupère les pièces d'ordinateur gâtés qu'on rassemble, on essaie de réparer ceux qui sont gâtés pour monter un autre dans un bidon. L'idée c'est d'apprendre aux enfants comment est composé l'ordinateur, comment le fabriquer soi-même. On installe des logiciels libres éducatifs dessus qui permet à l'enfant d'aller apprendre comment le numérique, d'aller apprendre l'outil informatique. Ici, on a le circuit du jeu de culture générale, les concurrents. Quand vous appuyez, on a un signal lumineux et un signal sonnant. Et ceux qui sont de l'autre côté n'ont plus le droit de réponse. Ensuite, on a un timer, d'accord, qui permet un timer télécommandé qui décompte le temps. Donc ici, si je mets 0, 1 et que je fais play, vous voyez, ça commence par décompter. On a un radar qui est un détecteur de présence. Vous pouvez voir à l'écran que lorsque le petit robot tourne sa tête, il y aura un signal qui sera au niveau de l'écran là-bas. Ce nouvel espace d'expression artistique et scientifique pensé par les associations Lomé, Mecafer et Énergie Génération met un projecteur sur les inventions et découvertes togolaises pour inciter les jeunes à plus de créativité. C'est vraiment une idée pour réunir toutes les personnes qui innovent et pour pouvoir exposer les jeunes et les moins jeunes aussi bien sûr à la créativité et les inspirer pour qu'eux aussi trouvent les clés pour demain. Beaucoup d'activités meubleront cette fois qui prendra fin ce 27 mai, notamment des concerts live et des séances de formation sur l'énergie solaire et l'environnement. Autre découverte, et on va terminer là-dessus, de la littérature, un recueil de 19 titres consacrés aux questions de développement
à l'avenir. Tukada en Yere Yere, l'ouvrage vient gonfler les rayons de la littérature togolaise. Son auteur, Calvin Sekou, vient de le dédicacer. Serge Tassom, Medina Bacha Salami. Comme un griot, l'écrivain Kadianga Balo Sekou chante quelques vers de Tukara en Yere Yere, son nouvel ouvrage. Il s'agit d'un recueil de poèmes. Avec 19 titres, l'auteur s'est attelé à identifier à sa manière les mots et futilités ayant trait à la vie sociale dans les communautés. Et lorsqu'on lui pose la question « Pourquoi Tukara a Yere Yere ?», il n'hésite pas à répondre. Dans presque toutes les langues du Togo, on se retrouve avec ces deux termes. L'association des deux termes a été faite rien que pour exprimer à la fois le contenu et la forme de l'œuvre. Le recueil aborde des sujets fondamentaux à caractère social, mais il les aborde sur un air détendu, sur un air où on retrouve l'humour. Tukara en Yere Yere résume la volonté de l'auteur à présenter au lecteur la vision de la littérature togolaise, celle de l'appropriation des réalités locales. Il fait donc à travers son ouvrage la promotion de la diversité culturelle au Togo. Ce recueil parle de nous, il parle de nos réalités. Et le style d'écriture est mis à un niveau le plus simple. C'est aussi une façon d'exporter notre culture. Il faudrait que le lecteur non togolais puisse s'imprégner des réalités togolaises pour comprendre ce titre. Professeur de français, Kadianga Balo Sekou a publié en 2013 Folie de Salomé, une pièce de théâtre, et le roman Tigida du père Artaud en 2015. Il est à son troisième ouvrage. Kadianga Balo Sekou est proviseur au lycée moderne d'Adido Gomé 2. Et ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants, les candidats au concours d'entrée directe à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT session 2017, dont vous pourriez consulter donc les noms dans le quotidien national de Togo Presse, qui suivent donc sont pliés ces officiers de se présenter à l'état-major général des forces armées togolaises à Guenivé le mardi 30 mai 2017 à 6h30 en tenue de sport pour les épreuves sportives d'admissibilité au dit concours. Se munir de leur carte d'identité, tout candidat qui ne se présentera pas avant le vendredi 2 juin 2017 à 12h sera considéré comme démissionnaire. Pour la deuxième fois consécutive, le ministère des Affaires étrangères a organisé à Lomé la semaine de l'intégration africaine, une plateforme où les communautés étrangères résidant au Togo se sont retrouvées. Et cette édition vous donne l'occasion ce soir, donc dans l'émission Au cœur de la nation, de remettre cette interrogation au goût du jour: l'intégration africaine, mythe ou réalité? La réponse à partir de 21h en direct sur la TVT avec Anita Atigakou dans cette émission Au cœur de la nation. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.